Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Alors mon premier est le prénom du leader du groupe des Doors, mon prénom du coup. Et mon nom de famille est inspiré du robot dans Alien 2. Bonjour Jim Bishop. Bonjour Mathieu. Est-ce que tu crois que les gens auraient réussi cette charade ? Ça va aller plutôt facile je pense. Si t'es un peu geek, t'as les références. T'écoutes de la musique de qualité normalement. T'as trouvé. Merci d'être avec nous en tout cas Jim, pour plein de raisons, notamment parce qu'on rouvre notre bibliothèque de lecture publique et que tu fais partie des invités à cette occasion, notamment aussi parce qu'on a la chance de t'avoir avec nous à Angoulême où tu t'es installé depuis quelques mois, sans doute parce que tu trouves ici, on aura l'occasion d'en parler, mais un terreau assez propice à la création, et puis parce qu'on a beaucoup aimé et qu'on voulait reparler de Lettres perdues, de Mon ami Pierrot, qui sont tes deux bandes dessinées qui t'ont fait connaître, publiées aux éditions Glénat. D'abord, je voulais te poser une question parce qu'il y a quelques semaines, tu as reçu le Silver Award du 16e prix international du manga, qui est remis par le ministère des Affaires étrangères du Japon. Qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir ce prix et pourquoi tu as reçu ce prix selon toi ? Je pense que ça m'a créé un sentiment un peu de déconnexion de la réalité, pour dire les choses simplement. De base, je ne comprenais pas non plus pourquoi on m'avait donné ce prix à moi. Alors, bien sûr, il y a tout un système avec les prix où les livres sont envoyés, et après ils sont choisis comme ça. Donc, ils ont quand même choisi ce bouquin. La première approche, c'était quand même que j'étais... Alors, pour l'anecdote, on m'a envoyé un mail à la base où il y avait écrit « Vous avez reçu un prix pour le Silver Award, etc. » Et moi, je l'ai lu en diagonale. Et je voyais que c'était le ministère des Affaires... Non, c'était l'ambassade du Japon en France qui m'envoyait ce message. Et dans le mail, il y avait écrit que je devais venir, mais je pouvais pas venir accompagner parce que, voilà. Et là, je me dis, ça fait chier, quoi. Genre, je peux pas venir accompagner. Sauf qu'en fait, moi, je pensais que ça se passait à l'ambassade du Japon, mais en France. Tu vois, je me disais, c'est à Paris. Ça leur coûte rien de venir avec quelqu'un sur Paris, tu vois. Et du coup, je réponds pas aux mails parce que je vois aussi qu'il faut fournir plein de papiers administratifs et j'ai un problème avec les papiers. Et du coup, je réponds pas aux mails. Et quelques jours plus tard, je reçois un appel du coup de l'ambassade qui me dit, oui, bonjour, on vous a envoyé un mail. Oui, je l'ai vu le mail. Ok. Et du coup, vous le voulez le prix ? Enfin, vous venez au Japon ? Je dis, à l'ambassade du Japon, vous voulez dire ? Non, au Japon. Je dis, bah bien sûr que je veux venir. Bien sûr que je veux venir. Puis j'ai fait mes papiers dans la journée, du coup. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. C'était un peu un moment irréel. Et ensuite, pourquoi ils m'ont choisi ? Alors, ils l'ont très bien expliqué une fois que j'étais là-bas, que j'ai compris. Et en fait, eux, déjà, ce qui les ont touchés, c'est que, en fait, le format du livre ne correspondait pas à ce que eux lisent, mais qu'ils avaient ressenti dans le design des personnages et même dans la narration, ils avaient ressenti justement tout ce que j'avais pu digérer en termes de narration japonaise et même en termes de graphisme. Et du coup, je pense que ça les a touchés, cette partie-là, et que la manière dont je traitais mes émotions aussi était quelque chose qui ressemblait à ce que eux font. Et ça les a touchés en fait. Et voilà, je me suis retrouvé dans une cérémonie improbable. Et tu revendiques cette filiation justement avec le manga ou certains codes du manga ? Est-ce que c'est quelque chose de conscient ou c'est parce que tu as baigné là-dedans et... Je pense que les deux en fait. J'ai baigné dedans vraiment. Et aujourd'hui, clairement, moi je me réfère beaucoup plus à des auteurs de manga japonais qu'à des auteurs français. Parce que c'est ce qui me touche, je trouve qu'ils ont une manière d'approcher la narration qui va plus dans l'émotion. Et moi, ça me touche plus parce que je sais qu'on peut intellectualiser plein d'idées, mais on les accepte mieux et on les imprègne mieux quand elles passent par l'émotion. Et je trouve que les Japonais le font très très bien pour ça. Et du coup, ça m'inspire énormément. Et oui, effectivement, j'ai baigné dedans depuis que je suis gamin aussi, tu vois. Donc ce livre qui t'a permis de voyager au Japon, de recevoir ce prix, de voyager tout frais payé, c'est Lettres perdues, que tu avais publié avant Mon ami Pierrot, ce livre sur lequel on aura l'occasion de revenir. Mais Lettres perdues, pour le résumer de façon très courte, mais c'est l'histoire d'un jeune homme qui sort un peu tous les matins, attendre des nouvelles, attendre une lettre de sa maman qui ne vient pas, et qui va partir dans une forme de quête initiatique. Tu as beaucoup dit que c'était lié à la disparition de ta propre maman à ce moment-là, à des émotions, que ça avait été un livre difficile à faire pour toi. Comment tu revis cette période-là ? Est-ce que ça a été aussi une manière de faire le deuil ? Voilà, ce livre.
Bah en vrai ouais, hein, ça a été je pense ma thérapie en fait de faire ce livre. Et c'est étrange parce que quand je le réalisais c'était rude et en même temps agréable parce que voilà, les personnages ils étaient hyper cool à dessiner, l'histoire elle reste fun sur plein d'aspects, donc c'était quand même hyper cool à dessiner et tout. Après c'était douloureux parce que bah je repensais sans cesse à mon deuil, etc. Et puis quand le bouquin est sorti, ben j'ai eu l'impression d'avoir été lavé de ce sentiment en fait, mais c'était assez fort comme sensation que je connaissais pas du tout de cette catharsis dont on parlait tout le temps, c'était un truc mystérieux pour moi. Et là j'ai fait ah ouais, en fait ça existe vraiment ce truc d'avoir laissé quelque chose derrière soi parce on a mis une émotion forte dans un projet et du coup on se retrouve avec un corps tout propre à l'intérieur. C'est un livre qui est dans un univers un peu fantasmagorique, avec Ouais. des poissons, des oiseaux qui parlent. Et je disais des poissons et cet univers de la mer qui est assez présent. Pourquoi ? Bah déjà il y a un jeu de mots avec la mer, voilà. Et je voulais que dans le design, je voulais que on ressente une espèce de calme tout le temps, tu vois. Où à chaque fois que je dessine la mer dans l'être perdu, tu vois juste l'horizon, il y a pas de vagues, sauf à des moments précis. Mais sinon, tu vois jamais de vagues, il y a quasiment pas de nuages non plus. Je voulais que il y a cet aspect vraiment d'apaisement en fait quand tu regardes le décor dans l'être perdu pour que le sujet qui est un peu grave et tout, je voulais qu'il soit abordé d'une manière assez légère et assez douce. Et en fait, ça correspond beaucoup à ce que ressent le personnage à ce moment-là aussi, ce côté un peu calme. Mais c'est un faux calme, tu vois, parce qu'en dessous, il se passe beaucoup de choses. Tu vois, toute la métaphore de la mer, elle est là. C'est que même à un moment donné, littéralement, le personnage va sous l'eau. Et là, on voit ce qu'il y a sous l'eau, tu vois. Et en gros, la métaphore de la mer, donc elle va avec tout ça, tu vois. Elle était plus ou moins pensée comme ça, quoi. Et déjà, thématique qu'on va ensuite retrouver dans Mon ami Pierrot, la question de l'enfance, de l'émancipation, comme on dit, de ce moment où on grandit. Ça, tu penses que c'est un thème qui va sous-tendre une bonne partie de ton œuvre ? Ma prochaine BD, elle parle de ça encore. Même si là, j'en parle comme si elle arrivait alors qu'elle n'a même pas encore commencé. Mais je pense que c'est une thématique pour moi qui m'est chère parce que on a tous cette phase-là où on grandit et à un moment donné on se développe et avec des aspects différents. Tu vois, dans l'être perdu, on le parle à travers le deuil. Dans Pierrot, c'est à travers une histoire d'amour où tu grandis. Et dans la prochaine, c'est encore une autre approche. Et je pense que j'ai dû avoir une obsession sur cette thématique parce que moi-même, j'ai grandi en fait avec cet aspect-là de la vie. Donc les histoires d'amour, le deuil, à chaque fois, ça m'a fait grandir vraiment. Et ça m'a fait vivre des émotions fortes et ça m'a apaisé en même temps. Donc ouais, je pense que c'est des thématiques qui me tiennent à cœur encore. Mais à un moment donné, je pense que j'irai vers d'autres terrains, à un moment quand même. Tu dis, Mon ami Pierrot, c'est une histoire d'amour assez destructrice, là aussi, sans trop en dire, et pour résumer un petit peu. Mais alors là, cette fois, on est dans un univers un petit peu plus médiéval. C'est l'histoire de Cléa, qui est une jeune femme de bonne famille, promise à un prince, s'appelle Berthier. En gros, sa vie et son chemin est tout tracé, sauf qu'elle va tomber sur un espèce de saltimbanque, un magicien des rues, qui va la kidnapper, ou en tout cas kidnapper son cœur, kidnapper au sens figuré, pour l'emmener dans un espèce d'arbre dans lequel il vit, dans une espèce d'arbre magique. Et on va se rendre compte, je ne veux pas trop en dire, mais qu'il est un petit peu plus trouble que l'impression qu'on s'en fait lors de la lecture des premières pages, dont on a l'impression qu'il va la libérer et la délivrer, mais ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Là, on a l'impression, et c'est le cas souvent finalement dans tes bandes dessinées, on a l'impression que tu traites aussi de thématiques très actuelles, très sociétales. Alors, je ne vais pas faire le coup du pervers narcissique, mais en tout cas de toutes ces thématiques de domination patriarcale qu'on retrouve dans le débat public finalement. Ben, en réalité, c'est actuel dans le débat public, mais je pense que ça existe depuis toujours, en fait. Ce côté relation humaine qui est porté sur une domination. Tu as utilisé le mot patriarcal, mais le mot, il est quand même juste, tu vois, parce qu'en fait, il y a tout un truc qui a été développé autour du fait de vouloir posséder l'autre. Dans notre société, on a cette optique pour aimer, il faut posséder, voilà. Et c'est comme ça qu'on a développé toute notre structure autour de l'amour et tout. Et en gros, ouais, en fait, c'est pas réellement une histoire d'amour en termes de ce qu'on peut connaître. Par contre, c'est une histoire d'amour de soi. C'est comment, en fait, tu apprends à t'aimer. Enfin, c'est pas un tutoriel pour apprendre à s'aimer, mais en tout cas, c'est une idée, quoi. Et en fait, comment finalement c'est ça qui devient le véritable amour, c'est quand tu commences à comprendre qui tu es et comment tu peux t'aimer toi-même pour au final
t'ouvrir au monde en fait. Et c'est ça en gros le vrai sujet de cette bande dessinée et la relation toxique que peuvent développer les personnages. C'est un sujet que je traite, mais c'est aussi un prétexte pour faire s'émanciper un personnage, tu vois. Parce que si tu vois, tu peux te placer sur la position du personnage qui vit une relation toxique avec Pierrot, mais en réalité, le personnage qui est le prince et qui lui apporte tout son confort, la relation, elle est pas moins toxique, elle est juste toxique différemment. Et aujourd'hui, on peut considérer que ça, c'est une relation saine, genre dans notre société, alors qu'en fait, pour certaines personnes, non, tu vois, c'est toujours un point de vue. Et du coup, ce que je me dis, c'est qu'en fait, le seul moment où on va être bien, c'est quand on décide soi-même ce qu'on veut et qu'on nous impose rien. Et oui, ça, c'est très sociétal, comme tu dis, c'est très actuel, en fait. De se libérer de tout ça aussi, c'est aussi actuel, où il y a plein de gens qui ont envie de se libérer de tout ce qu'on nous a appris, qui était faux, en fait, et qui était beaucoup basé sur de l'ego, sur, voilà, je me répète, mais sur la possession, sur le fait de foutre les choses dans des cases. Et la plupart des gens, en ce moment, ce que j'aime bien, c'est que les gens gueulent, mais c'est pour se libérer en réalité. Et tu vois, on peut parler de liberté d'expression, parce qu'en ce moment, c'est un sujet aussi qui revient souvent. Mais justement, moi, je trouve que la parole, elle se libère en réalité, et c'est pas l'inverse. Donc c'est plutôt agréable. Et tu disais justement l'être perdu, c'était le décès de ta maman et tout ça, et le deuil. Et Mon ami Pierrot, c'est venu d'une histoire tout aussi personnelle ou Ouais. En fait, à la base, j'avais l'idée de Pierrot avant l'être perdu, parce que en réalité, tu vois, les thématiques qui reviennent, c'est ma maman aussi, et ma mère, elle a vécu pendant des années avec là j'utilise le mot, hein, mais un vrai pervers narcissique, tu vois. Et du coup, moi, je connaissais ça à travers elle. Et puis ensuite, moi, j'ai eu des histoires d'amour personnel un peu complexes. Ça m'a fait écho avec ce que ma mère avait vécu, et j'ai compris énormément de choses que je comprenais pas quand j'étais plus jeune, sur pourquoi ma mère, elle était bizarre, pourquoi elle avait des envies suicidaires, pourquoi elle était pas bien dans sa peau, etc. Tu vois, pourquoi elle était dark, en fait, tu vois, genre. Et du coup, je comprenais pas, moi, pourquoi elle était bizarre, ma mère. Je savais ça se passait mal dans sa vie. Mais du coup, quand moi, après, j'ai vécu des choses différemment, tu vois, de ce qu'elle a vécu, mais qui se rapprochent émotionnellement, je dis, ah ouais, d'accord, en fait. Et du coup, à un moment donné, t'as envie de te barrer, en fait, tout simplement. La seule solution quand tu vas vraiment mal, c'est de partir, quoi. Donc voilà, en gros, voilà. Donc c'est toujours, dans les thématiques, c'est toujours lié à ma mère, parce qu'elle est très, très, très présente, en fait, dans mes histoires, et même dans la manière dont j'ai grandi, en fait. Donc c'est une grosse inspi, en vrai. Et là, tu reprends, Mon ami Pierrot, évidemment, la comptine au clair de la lune. Pourquoi tu reprends ce titre-là ? Tu veux que je te le dise parce qu'en fait, déjà, je pense que c'est une comptine qu'on a tous eue quand on était gamin, on nous l'a tous chantée. Et finalement, je me suis rendu compte qu'elle avait cet aspect aussi. En fait, pour moi, c'est une musique qui symbolise très très bien le passage à l'âge adulte. Où voilà, on te la chante quand t'es petit, sauf que t'apprends plus tard, si tu t'intéresses à cette musique, en fait, elle a un double sens, un peu, parce que c'était des délires. Les alchimistes, à l'époque, ils avaient des façons d'exprimer ils appelaient ça le langage des oiseaux, je crois, un truc comme ça, où en gros, ils avaient une façon d'exprimer des idées par de la prose, etc., et des mots qui étaient cachés. Et du coup, Au clair de la lune fait partie de ces comptines un peu alchimiques, et le double sens, il est sexuel. Et du coup, tu te dis, ah ouais, en fait, cette musique pour les enfants, destinée aux enfants, elle raconte un truc hyper adulte, tu vois. Et du coup, Mon ami Pierrot, pour moi, ça parle de ça. C'est des personnages qui rêvent de rester des gosses, mais qui s'imposent des problèmes d'adultes parce qu'ils ont peur. Et en fait, c'est des histoires d'amour, en fait, qui souvent se passent comme ça parce que les gens ont peur, et parce que du coup, ils s'inventent des histoires oui, pour que notre couple réussisse, il faut faire ça. Tu vois, c'est une case qu'on t'invente, il faut faire ça, je sais pas, tu vois, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Bref, je m'égare un peu du sujet, mais du coup, ouais, c'est pour ça que cette comptine, je l'ai trouvé drôle à utiliser, et ça allait bien, en fait. Et du coup, le nom de Pierrot est venu instinctivement, quoi. Il y a quelque chose qui est marquant quand on regarde ton parcours. On reçoit plusieurs autrices et auteurs à ce micro. 90% ont un peu le même genre de parcours, passent par les écoles d'art, par l'ESI par exemple, qui est juste à côté de la Cité, ou d'autres. Toi, pas du tout. À 16-17 ans, t'arrêtes l'école pour un boulot alimentaire, tu bosses dans le bâtiment. Je pense qu'à ce moment-là, t'es loin de t'imaginer que quelques années après, tu vas commencer à faire de la bande dessinée, ou déjà, t'y penses et tu te dis ok, le bâtiment, c'est une toute petite étape alimentaire, mais
Mon objectif reste celui-là. Franchement, ouais, quand je commence à travailler dans le bâtiment, honnêtement, je me dis que c'est mort, quoi. Genre la bande dessinée, j'en faisais beaucoup pour moi, tout seul. Mais là, je me dis, c'est mort, ça y est. Sauf que je crois que j'avais lu trop de mangas et mon esprit shonen a commencé la flamme, elle a commencé un peu à se raviver parce que je pense que j'étais en train de mourir intérieurement et mon instinct de survie, il a dit non, là, ça va pas se passer comme ça. T'avais un rêve de gamin que t'as abandonné parce qu'on t'a dit que c'était mort. En fait, c'était pas moi qui disais que c'était mort, c'était autour de moi. On me disait c'est mort. Ok, j'y ai cru à cette histoire. Je pense qu'en fait là, j'ai eu des choses. Mon corps m'a pas laissé le choix en fait, tout simplement. Mon corps m'a pas laissé le choix. Genre vraiment, j'étais dans une phase trop difficile. Et le jour où j'ai décidé de l'écouter, il m'a dit ok, c'est bon, je te laisse tranquille maintenant. Maintenant, tu vas y aller. Par contre, ça m'a fait peur, quoi, tu vois. Je faisais ça, mais j'avais énormément peur. Mais du coup, j'avais plus mon corps qui m'empêchait de me sentir bien dans ma peau et tout. J'avais peur, mais au moins je faisais quelque chose. Et ouais, ça a pris du temps, là, mais non, du coup, l'école, ça a été un apprentissage un peu au jour le jour, quoi. Genre, c'est ce que j'allais dire, c'est une question bête, mais comment t'as appris à dessiner, enfin, même si ça s'apprend pas forcément, mais à construire tes BD Pour le dessin, en fait, il y avait une association là où j'habitais avant, à Épinay-sur-Seine, j'habitais et j'avais rencontré un mec qui avait une jeune association qui lui sortait de l'école et il m'a appris en fait comment finalement apprendre le dessin tout seul. C'est-à-dire qu'il m'a appris à prendre un carnet et à dessiner dedans. Tu vois, ce que moi je ne faisais pas du tout avant ça. Donc là, je te parle de ça, j'avais 23 ans, tu vois, un truc comme ça. Donc c'est quand même tard, tu vois, quand tu fais de l'art, la plupart à 23 ans, ils ont déjà gros bagage et tout. Moi, je démarre, tu vois. Du coup, là, moi, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, et ensuite, du coup, j'avais plus besoin d'apprendre comment, parce que j'avais compris la méthode, et puis ensuite, je faisais beaucoup de dessins d'observation, et j'ai fait beaucoup de bandes dessinées aussi tout seul. J'en ai beaucoup lu aussi, et le fait d'analyser en permanence, de manière un peu maladive parfois, tout ce que je lisais, tout ce que je regardais, des films, de lire des livres, tu vois, genre Scott McCloud avec L'Art Invisible, ou même j'ai lu Akira Toriyama avec Apprenti Mangaka, Tezuka, donc tu vois, ça reste des japonais. Eux, ils ont vraiment tout déconstruit en fait en termes de narration et tout, donc tu les lis, c'est très didactique, mais c'est très ludique aussi la manière. Surtout l'Apprenti Mangaka, c'est vraiment destiné aux enfants. Mais je trouve qu'il dit tout, tu vois. Bon, il y a quelques trucs qui ont un peu vieilli dans l'Apprenti Mangaka sur son rapport au comment dessiner un personnage féminin. Bon, il a des clichés qui sont de son temps, tu vois, mais par contre, si tu te bases que sur les principes narratifs, franchement, Toriyama, il a bien déconstruit les choses. Tezuka, pareil. Et Scott McCloud, en fait, je pense que c'est celui qui m'a le plus appris sur ce qu'est l'art invisible, la narration, tu vois. Tu commences par publier aux éditions Bonstre qui n'existe plus. Non. Bonstre, on a fait deux tomes d'un bouquin qui s'appelait Nubo, Le Gardien Nuage, et Nubo, j'ai oublié le nom du tome 2. J'ai oublié le nom du tome 2, mais c'est pas grave. Et déjà, t'es dans ces thématiques dont on parlait juste avant, ou pas du tout ? Ouais, carrément, en fait. C'est vrai que c'est drôle ce que tu dis, mais c'est vrai. Donc là, ça se base sur un personnage qui est le Gardien Nuage, tu vois. Il garde une porte, mais une fenêtre, mais il sait pas pourquoi. Genre, il est là, on lui a dit garde cette fenêtre. Ok, tu vois. Et puis du coup, il a un monstre avec lui qui s'appelle le Bonstre. Donc c'est d'où le nom de la maison d'édition, qui est en fait un monstre qui est enrhumé, qui du coup parle comme ça avec, tu vois, tu le ressens dans le lettrage et tout. En fait, tu comprends pas trop ce qui se passe. Et puis il y a un personnage qui débarque qui s'appelle Lua, qui t'apprend au fur et à mesure, c'est la gardienne nuage. C'était un lore un peu complexe, tu vois. Mais il y avait ce truc où le personnage, du coup, n'assumait pas d'avoir un pouvoir, et à un moment donné il débride un truc et en fait il devient le gardien nuage, mais au début il l'est pas vraiment, tu vois, et du coup après il a le pouvoir de l'imagination. Bon bref, c'était un délire, c'était construit un peu à l'arrache, mais ça m'a fait beaucoup de bien de faire ces BD. En fait c'est ça aussi qui m'a beaucoup appris, tu vois, au-delà de ce que je t'ai dit juste avant, c'est que du coup les éditions Bonstre, c'était ma maison d'édition avec Clara qui était mon ancienne compagne, et du coup GG à elle, parce qu'en vrai c'est elle qui chapeautait beaucoup la partie en coulisses de cette maison d'édition. Moi j'étais dans la partie graphique, tu vois, donc on était tous les deux là-dessus, et c'était une belle aventure. Et elle d'ailleurs, elle avait fait un bouquin qui s'appelait Lilou de Petit Prout, et ça c'était notre best-seller chez nous. Donc c'était un bouquin pour vraiment les petits. Donc c'était une princesse qui lâchait des pets et qu'elle devait apprendre comment ne plus péter. Enfin bref, c'était assez drôle comme bouquin. Et on avait fait ça, et ça marchait bien.
Et puis après, voilà, du coup, on faisait beaucoup de festivals, on a fait beaucoup de rencontres grâce à cette maison d'édition qui nous a fait beaucoup bouger, en fait. On a rencontré plein de libraires. Enfin, voilà, on avait une légitimité à faire des trucs parce qu'on avait une vraie structure. Donc, quand on allait voir les libraires et qu'en fait, ils nous disaient, oui, mais nous, il faut que vous passiez par ce logiciel. Ouais, mais nous, on est sur ce truc, tu vois, professionnel et tout, parce qu'on avait les moyens. Du coup, ça nous rendait crédibles, malgré le fait qu'on soit tout petit. Et du coup, ouais, on avait quelques libraires parisiens avec qui on allait faire du réassort nous-mêmes, tu vois. C'était marrant parce qu'en fait, on le faisait très peu, mais il y avait de temps en temps, on y allait. Et voilà, moi j'ai beaucoup appris en fait. Ça m'a enlevé beaucoup de peur d'aller me confronter à ça, tu vois. Du coup. Et le fait maintenant d'être chez un gros éditeur, comme on dit, Glénat en l'occurrence, l'un des plus gros, si ce n'est je crois le plus gros éditeur en France. Qu'est-ce que ça a changé aussi dans ton confort de travail, dans ta manière de travailler, dans ton approche Déjà je comprends mieux ce que c'est aussi le travail d'éditeur. Même si moi j'étais à une petite échelle, tu vois, mais je comprends déjà mieux. Du coup avant, j'avais cette vision très désincarnée de l'éditeur, tu vois. Moi, c'est une machine qui édite des livres. Après, en fait, en tant que d'avoir eu cette casquette-là à mon échelle, je me suis dit, en fait, non, c'est aussi un humain qui doute. Enfin, voilà. Et du coup, avoir cette vision-là, moi, je me sens détendu quand même d'être chez Glénat parce que, en fait, c'est une machine, mais elle est composée de plein d'humains qui créent une synergie, tu vois. Et chaque humain a sa part de sensibilité. Enfin bref, tu vois, moi j'aime bien voir les choses comme ça. Et du coup, non, moi je me sens pas du tout dans un truc de waouh, je suis dans une grosse maison d'édition ou quoi. Moi je me dis, je fais mes livres exactement comme je les faisais quand j'étais en indépendant. Et je les aborde de la même manière. Et en fait, ce que je trouve ouf, c'est que Glénat me laisse cette liberté-là, tu vois. La liberté de ton, parce que je traite des sujets pas simples quand même. Et ils me font confiance. Et du coup, moi aussi. Et du coup, la relation, elle se passe super bien, tu vois. Donc là, franchement, je suis très content d'être chez Glénat, tu vois. Tu dessines en numérique uniquement. Pourquoi ? Et d'autant que tu dis souvent que le dessin, c'est la souffrance pour toi, que tu préfères l'écriture, le scénario. Ouais, c'est vrai que j'ai dit ça. Donc pourquoi, voilà ? À la base, tu vois, justement, les Nubo, là, les bouquins dont je te parle, ceux-là, je les avais faits en traditionnel à l'époque. Et alors, je te fais une petite digression, mais ces bouquins-là, genre, j'étais tellement dans le doute et tout, j'avais pas trop de méthode. Alors, le tome 2 de Nubo existe en 2 versions, genre complètement différentes. Et le tome 3, qui n'est pas sorti, existe aussi quand même en 2 versions. Donc, j'ai passé mon temps à refaire des planches. Même, t'as des planches, je me souviens, elles sont recto-verso. Tu vois, parce que je doutais, et du coup, je le refaisais et tout. C'était n'importe quoi. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ça prenait de la place. Donc, l'aspect au début, il était très pratique. En mode, ça me coûtait cher. Je gagnais pas de thunes, ça me coûtait cher d'acheter du matériel et tout. Du coup, j'ai acheté une Cintiq en me disant, je vais faire des économies. Et c'est resté. Et en fait, avec le numérique, ouais, j'ai une approche pratique. En mode, ça me fait gagner du temps, de l'argent, etc. Maintenant que je me sens un peu plus confortable, là, j'ai une approche graphique qui correspond au numérique et du coup, je vais la continuer pour mon prochain bouquin. Mais ensuite, je veux vraiment revenir au tradi parce qu'en fait, le plaisir, il est quand même beaucoup plus important, traditionnel. Juste même de faire de la couleur en tradi, je sais pas, tu vois, il y a un truc beaucoup plus plaisant et satisfaisant de dessiner en tradi. T'as l'impression que tu mets les mains dans le cambouis, je sais pas, t'es un peu un artisan, tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Moi, ce que j'aimais bien, tu vois, quand je faisais du tradi, c'est que je travaillais du coup au noir et blanc sur mes planches. Et j'avais toujours mon Tipex. Et en fait, je passais mon temps à mettre du Tipex sur mon trait qui déconnait parce que j'avais un trait pas du tout maîtrisé. Et quand je regardais mes planches pleines de Tipex, je kiffais, tu vois. Genre, mais tu vois, ça, elle a vécu cette planche. Genre, elle est un peu sale et tout, elle est stylée. Voilà. Justement, quand tu dis que tu préfères l'écriture au dessin, pourquoi tu te contentes pas de faire des scénarios pour d'autres dessinateurs ? Pourquoi tu n'écris pas des romans, je sais pas Ça, je l'ai fait pour moi, ça, l'écriture de romans. Je l'ai fait pour moi, donc c'est dans mes cartons. Je sais pas du tout ce que ça donnera, si un jour ça sera publié ou pas. Peut-être. Ça, c'est un truc. J'aimerais bien, mais je peux pas te dire ça. En fait, c'était un projet de bande dessinée que j'avais présenté un peu partout à la base, qui m'obsédait, qui était du coup pas du tout sur une thématique d'un comment dire, du passage à l'âge adulte, mais qui restait sur des thématiques un peu lourdes et tout. Et en fait, on me l'avait refusé partout, ce projet.
Et finalement, je me suis dit, il me prend tellement la tête que je dois l'écrire d'une certaine manière. Et je me suis lancé dans le roman. Bon, bref, ça, c'est un truc qui existe pour moi. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Et écrire pour d'autres, ça, c'est aussi un projet que je veux. Mais en fait, je me suis rendu compte, là, dernièrement, que j'étais pas encore disponible pour le faire. Parce que, d'abord, je dois m'occuper de mes propres projets qui me demandent beaucoup d'énergie. Et parce que là, justement, j'avais un projet que j'ai dû un peu annuler, là, que j'avais commencé et que j'ai dû annuler parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'allais trop m'investir dans l'écriture. Et du coup, non, là pour le moment. Mais en vrai, je l'ai déjà fait parce que tu citais Jill Sherlock, là où justement, Jill Sherlock, ma première BD chez Ankama, là où j'étais seulement à l'écriture et au storyboard avec Johan. Et c'était un exercice qui était cool en fait. Du coup, tu tapes que la partie créatrice et la partie laborieuse, hop, tu le laisses. Non, c'est vrai que c'est agréable. Et je pense que dans le futur, c'est ce que je ferai plus, à mon avis. Parce que la BD, ça fatigue à un moment, quoi. Justement, tu parlais de ta prochaine BD. Pas encore commencé, ça ne saurait tarder. Tu peux nous en dire un peu plus ou... C'est dur, parce qu'en fait, en parler, c'est dévoiler le concept direct. Et en vrai, là, c'est tellement... genre, tout est écrit, les personnages sont dessinés. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en fait, si vous allez sur mon Insta, vous voyez un personnage sur une des images, un des personnages de l'histoire, voilà. Mais je peux pas en dire plus, c'est beaucoup trop tôt là. Bon, merci en tout cas Jim Bishop. Merci à toi. Lettre perdue, mon ami Pierrot. Et les premiers alors, est-ce qu'on les retrouve Ça va être compliqué. Jill Sherlock, ouais, chez Ankama, oui. Chez Ankama, mais là... Nubo, faut vraiment chiner sur internet pour le trouver. Mais il y a des gens qui les ont trouvés. C'est collector, ça devient collector. Voilà, on peut dire ça. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que t'es prêt ? C'est parti. La première BD que tu as lue ? Ben, je m'en souviens en plus. La première bande dessinée que j'ai lue, c'est Tintin et le crabe aux pinces d'or. Et ça m'a trauma. Vraiment. C'est la première bande dessinée que j'ai lue sans la lire par contre. Je l'ai lue en feuilletant et il y avait le dessin animé à côté qui m'accompagnait. Et j'ai tourné les pages, tu vois, en même temps que le dessin animé avançait. Et puis t'as cette fameuse scène où le capitaine Haddock fait une crise de manque par rapport à l'alcool et tout. Et il veut débouchonner Tintin carrément. Genre il le voit comme une bouteille et il veut le débouchonner et tout. Et moi à l'époque, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, genre vraiment ça m'a trauma même encore aujourd'hui, j'y pense, tu vois, des fois. Pourquoi tu veux faire ça ? Je comprenais pas le délire avec pourquoi en fait je comprenais pas le principe de sevrage, tu vois. Moi j'avais quoi, je sais plus quel âge, tu vois. Et bref, c'était très violent pour moi. Quelle est selon toi la meilleure bande dessinée de tous les temps ? Oh, putain, je sais en plus. C'est très 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 classique ce que je vais dire. Mais pour moi, la meilleure bande dessinée de tous les temps que je peux relire avec le même plaisir à chaque fois, bah, c'est Dragon Ball. Dragon Ball, bah, c'est du manga, tu vois, mais Dragon Ball, je pense que c'est le manga que j'ai le plus lu de ma vie. Je l'ai relu en boucle, vraiment, et avec toujours le même plaisir. Même s'il y a des trucs qui sont datés maintenant, tu vois, il y a plein de trucs qui sont datés, mais quand même, il y a une telle légèreté, il y a une approche philosophique, si tu commences à réfléchir à ce que raconte le truc. Là, c'est quand tu commences un peu à te prendre la tête sur ça, mais sinon, le plaisir de lire Dragon Ball, c'est ouf, quoi, vraiment. Quelle est selon toi la plus belle couverture de bande dessinée ? Alors, je sais pas si c'est la plus belle, mais par contre, elle trône chez moi, genre comme un tableau. C'est Les yeux du chat de Moebius, où tu vois, où t'as le vert. Enfin, je sais pas si c'est la couverture originale, mais moi, c'est une version A3 que j'ai chez moi, que j'ai même pas déballée. Et c'est vrai que je trouve la composition de cette couverture incroyable. Voilà. La plus belle case de bande dessinée ? Putain, j'en ai une en plus. Ah, vraiment, j'en ai une. Alors, la plus belle case de bande dessinée qui m'a fait chialer, c'est dans One Piece. Où dans One Piece, t'as une scène où t'as Nami, donc qui est une des équipières de Luffy, qui a vraiment un gros ego, elle a de la fierté, elle veut pas qu'on l'aide et tout, tu vois, genre elle veut pas que Luffy l'aide, donc Luffy il respecte son choix, tu vois. Et il y a un moment donné, en fait, elle est dans une telle détresse qu'elle dit à Luffy, s'il te plaît, aide-moi. Genre juste t'en parles, ça me fait des frissons, tu vois. Et Luffy dit ok, et il lui pose son chapeau sur la tête, et là, bam, j'ai chialé, tu vois. Vraiment One Piece, à ce moment-là, je me suis dit ok, ça c'est un de mes mangas préférés, tu vois. Quel est ton personnage de bande dessinée préféré ? Luffy dans One Piece, je pense qu'il incarne tout ce que j'aime, même dans la vie, tu vois. C'est un personnage qui, son souhait profond, c'est d'être l'homme le plus libre du monde. Il est hyper empathique, il reste dans la joie, et pourtant il vit des choses rudes, et pourtant il se focus tout le temps sur la joie et le fait
d'aider les gens et tout. Et du coup, ça, pour moi, c'est un personnage que je trouve trop beau, en fait. Est-ce que tu dessines dans le calme ou en musique? Ah, en musique. Vraiment, en musique non-stop. Genre vraiment, là, j'ai vu mon Spotify. En fait, j'écoute de la musique tout le temps. Ah, ça s'arrête jamais. Donc, ouais. Couleur ou noir et blanc? Les deux. Vraiment, j'aime les deux. Et j'ai envie de faire les deux aussi. En bande dessinée, j'aimerais faire de la BD en noir et blanc dans le futur aussi. C'est ça, c'est que les gens me ressortent souvent mes couleurs qui sont un peu très, comment dire, très colorées en fait, très pop. Mais justement, j'ai envie d'essayer aussi de noir et blanc parce que ça changerait aussi. J'irais sur un ancrage un peu différent, je pense aussi. Et pour finir, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de bande dessinée que tu nous conseillerais et qu'on connaîtrait pas forcément? Ouais. C'est vrai, c'est une amie, donc ça fait un peu injuste, tu vois. Mais je vais le dire quand même. C'est Maran Arshan, qui vient d'Angoulême aussi, qui sort sa bande dessinée en septembre, là. Qui sort chez Glénat aussi. C'est pas corporate du tout, mais presque. mais non, mais en plus, franchement, elle est trop douée. Donc ouais, faut aller la découvrir. Elle a déjà sorti une bande dessinée en tant que dessinatrice sur Patrick Devers, que j'ai trouvé cool. Mais là, sa prochaine, elle est aussi à l'écriture, donc c'est un autre défi pour elle. Donc je lui souhaite vraiment tout le courage. Et sans trop en dire, c'est une histoire sociétale aussi. Exactement. Maran Rachian. Si elle m'en veut, je suis désolé, Maran, pardon. En tout cas, allez la découvrir. Merci beaucoup, Jim Bishop, d'avoir merci joué le jeu. Et donc, on relit Mon ami Pierrot, Lettres perdues et tout ce qui va suivre. Merci à toi. Merci à toi, Mathieu. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.